Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Mon parcours. Paul Jouison, stage Gallaudet, été 78. Paul Jouison, stage Gallaudet, été 78. Bretagne. 1949. Au cœur de la Bretagne profonde, où j'ai passé les premières années de ma vie dans l'exploitation agricole familiale, je ne me souviens pas d'avoir entendu un bruit ou un son. Selon ma mère, je ne parlais pas. Mes parents, devant mes comportements étranges, qui me rendaient différent des autres enfants, demeuraient perplexes. Comme tous les enfants, j'allais à l'école du village à pied avec mon frère et ma sœur. J'en garde un très mauvais souvenir. Je ne savais ni lire ni écrire. La communication ne passait pas avec mes camarades d'école, même pas avec ma sœur et mon frère. Je n'entendais ni ne comprenais rien aux paroles du maître d'école. Ce dernier n'hésitait pas à user de corrections parfois dures à mon encontre, si je ne répondais pas à ses questions. L'attitude de ce maître m'obligeait très souvent à quitter furtivement la classe par la porte, et à me cacher où que ce fût en dehors de l'école. Il m'arriva aussi de fuir la salle de projection où l'on passait des films humoristiques comme ceux de Charlot ou Laurel et Hardy. Finalement, vu les difficultés que j'ai affrontées et les problèmes que je provoquais dans l'entourage scolaire, on me retira de cette école et je restai à la ferme de mes parents. Un jour, ma mère m'emmena loin, très loin, en voiture à cheval, puis en autocar, chez un homme à la blouse blanche, sans doute un ORL qui portait une lampe frontale. Ce spécialiste procéda à l'examen de mes oreilles, et diagnostiqua une surdité profonde. Ma mère et ma famille comprirent enfin à l'annonce du diagnostic la raison de mes étranges comportements. Moi-même, j'ignorais complètement que j'étais sourd de naissance. Découverte de l'univers visuel gestuel. 1957, j'avais 7 ans. On venait de découvrir ma surdité. Ma mère m'accompagnait pour la première fois à l'institution départementale des jeunes sourds de Saint-Brieuc. Je me souviens seulement d'avoir vu des garçons qui portaient tous une blouse grise. Ils jouaient et s'amusaient dans la cour en faisant des signes. Ils avaient l'air heureux d'être ensemble. Pendant que je les regardais curieusement, ma mère s'éclipsa. Je me trouvais seule avec les blouses grises. Je ne peux pas vous dire comment j'arrivais à communiquer avec mes nouveaux camarades, ni comment j'appris le langage gestuel, terme employé à l'époque. Cela commençait tout naturellement par les signes particuliers des jeunes de la classe où je me trouvais. J'apprenais progressivement des codes gestuels désignant les personnes et les choses. Je les prenais comme ils venaient et les mémorisais avidement comme tout enfant de cet âge-là. La communication en famille. J'étais le seul sourd et dernier d'une fratrie de 6 enfants. Personne dans ma famille ne connaissait la langue des signes. Ma langue maternelle est donc la langue française orale. Je ne me rappelle pas à quel âge j'ai commencé à parler. Je me souviens que, tardivement, j'oralisais n'importe quoi, très souvent de façon incompréhensible pour mon entourage familial. On me faisait répéter continuellement un mot, ou une phrase mal prononcée. De ce fait, j'ai rarement profité d'une véritable communication avec mon entourage familial. On me résumait en une ou deux phrases les longues discussions des grandes personnes. C'était frustrant et ennuyeux à la longue, surtout à la période de l'adolescence où je passais naïvement mon temps à regarder les parlants remuer les lèvres. Il m'était quasiment impossible de les suivre, ni de comprendre les conversations collectives. Ces situations inconfortables m'incommodaient beaucoup. L'appareillage auditif ne m'aidait absolument en rien dans ces cas-là, sauf dans les rares situations de communication en tête-à-tête avec des personnes sachant comment s'y prendre avec un sourd. Or dans cette situation-là, ma mère me parlait beaucoup. Je buvais ses paroles sans vraiment saisir le sens de ses propos, ce qui provoquait souvent, très souvent des quiproquos et des incompréhensions. Ma sœur servait souvent d'intermédiaire entre ma mère et moi et me communiquait ses paroles en style télégraphique du genre « Maman, pas comprendre pourquoi toi pleurer ». Tout en parlant, ma sœur indiquait souvent du doigt la personne ou bien les choses citées. Mon neveu Robert, fils de ma sœur aînée, était celui avec qui je communiquais le mieux. Je pense qu'il avait compris instinctivement qu'il me fallait d'autres moyens pour que je puisse comprendre ses paroles. Il avait puisé au fond de sa conscience des signes qui m'aidaient à voir et à comprendre ce qu'il voulait me dire. Il parlait oralement,
mais le fait qu'il y associait des éléments visuels ou gestuels faisait naître pour moi des étincelles lumineuses dans le flot de l'oralisme. Il avait peut-être observé mon comportement communicationnel, et s'était adapté à mon cas. Or, l'absence de communication réelle et harmonieuse avec ma famille et le monde du hameau perdu au fin fond de la Bretagne profonde m'avait poussé à explorer les coins et recoins du paysage breton aux alentours de la maison familiale. J'y puisais mon bonheur, j'aimais m'aventurer à travers les bocages, immenses pour un petit garçon. À chaque fois que je conduisais les vaches dans un pâturage, au retour j'empruntais un chemin différent de la veille, juste pour contempler un décor nouveau et explorer quelque chose de vivant. Je longeais et enjambais souvent, très souvent, le ruisseau au parcours accidenté et aux multiples cascades minuscules, de toute beauté. Il m'arriva d'apercevoir la fuite vertigineuse des poissons à mon passage. Je croisais parfois quelques pêcheurs à la ligne, mais j'ignorais comment ils taquinaient les poissons. Un jour, mon beau-frère qui était un passionné de pêche à la truite vint en vacances chez mes parents en Bretagne. Il m'expliqua oralement la technique de montage de la ligne, tout en complétant et exagérant volontairement par les signes qu'un entendant peut faire. Son doigt montrant le montage de l'hameçon. Il dressait son pouce en signe de satisfaction. Pour dire non, il pointait son doigt dressé vers le haut en mouvement alternatif avec une expression négative du visage, et pour exprimer le doute il faisait osciller sa main plate, paume vers le bas. Une fois le montage terminé et pour me faire plaisir, il mima avec les deux mains repliées et dont les pouces restaient tendus sur le dessus, l'une tenant la canne à pêche et l'autre le fil, en situation imaginaire. Sa main tendue à plat représentait le poisson frétillant qu'il rêvait de prendre, et d'un geste, il m'en indiquait la taille. Le déclenchement de cette émission visuelle gestuelle m'avait enchanté. Ses gestes étaient intelligibles. Je comprenais très bien ce qu'il voulait me dire. Ce qu'il m'avait expliqué en mime avait imprégné mon esprit. Avant de le voir à l'action, je voyais déjà dans ma tête comment il allait procéder. Le lendemain, j'étais ravie de le suivre durant son parcours de pêche. Il attrapait des poissons exactement de la manière qu'il avait mimé. S'il avait donné toutes ces explications seulement de manière orale, je n'aurais sûrement pas compris, sauf peut-être après l'action. Mais le fait de savoir à l'avance ce qu'il allait faire m'avait donné confiance. Sans cela, je ne sais pas si j'aurais pris autant de plaisir à participer à cette partie de pêche. Cela dit, les indices visuels émis par mon beau-frère se révélèrent insuffisants pour avoir avec lui la communication harmonieuse que j'étais en droit d'attendre. Ces parties de pêche furent pour moi des moments fabuleux de ma vie d'enfant et d'adolescent, une évasion et une sorte de communion avec la nature aux mille secrets. Je sondais à peu près tel ou tel endroit où je pourrais attraper des faillots, sorte de truites sauvages aux taches rouges. Durant mon adolescence, vers l'âge de 15 ou 16 ans, bien que je portasse comme tous mes camarades d'école une prothèse auditive, ma famille constatait avec amertume mon peu de participation aux grandes discussions de la famille. Elle souhaitait pour moi une opération qui me permettrait d'entendre et de suivre les débats familiaux. Ma sœur, qui se positionnait souvent comme intermédiaire entre ma famille et moi, se chargea de m'en informer un matin de printemps sur les marches de l'entrée de la maison qui donnait sur le jardin. Elle me parla oralement avec le style télégraphique dont elle était coutumière. Famille heureuse, toi opérer, toi entendre et parler avec la famille. Nous triste, toi ne pas entendre. Je répondis oralement, à ma façon, que je n'avais pas du tout envie de me faire opérer. Je préférais rester tel que j'étais. Et en guise d'argument, je lui fis comprendre comment j'entrevoyais mon avenir. J'ai vu des sourds adultes travailler comme tout le monde, conduire une voiture, se marier et avoir des enfants.
Ils font du sport entre eux et certains même avec les entendants. Ils vivent heureux et se contentent de leur sort. Ils se voient souvent pour bavarder et échanger sur des sujets divers. J'ai compris que je serais comme eux. Dorénavant, ma famille n'insista plus, et me laissa vivre à ma guise. En pleine période d'adolescence, j'invitais, avec l'approbation de mes parents, un sourd pour passer la journée avec moi afin de pouvoir communiquer et briser l'isolement. Mes parents habitaient en rase campagne loin des fréquentations citadines. François, le sourd en question, habitait à 40 km de chez mes parents. Il vint ce jour-là en vélo. À vrai dire, je ne cherchais pas à faire comprendre à mes parents, surtout à ma mère, comment je communiquais avec un sourd. François et moi, nous discutions en langue des signes de la vie à la maison ou à l'école des sourds de Saint-Brieuc, et de notre passion pour le football. Les anecdotes humoristiques de François, mimées, provoquaient souvent en moi des fous rires. Nous abordions également le visage grave, certains points litigieux. J'oubliais tout de la présence humaine autour de moi. Ma mère était là, discrète, à m'observer longuement. Elle se mit à rire de plus belle en me voyant faire des expressions gestuelles et faciales, et finit par me demander de quoi nous parlions. Sa réaction, que j'étais loin de prévoir, m'avait agréablement surpris. Ma mère me fit savoir qu'elle entendait des éclats de rire, mais ne comprenait pas ce que nous nous disions, mon copain et moi. Je réalisais alors que nous communiquions en silence. Je résumais à ma façon en condensant les mots, ce qu'on venait de dire. Ma mère me confia peu après qu'elle m'avait trouvé rayonnant et bavard, bien plus qu'elle ne l'avait imaginé jusqu'alors. Plus tard, juste avant que je n'entre dans la vie active, ma mère, voyant que j'étais heureux dans l'univers visuel gestuel où je pouvais m'épanouir, m'encouragea à tenter ma vie ailleurs. Elle ne voyait pas mon avenir dans l'exploitation agricole familiale, où j'aurais des difficultés à tirer parti de mes potentialités communicationnelles, surtout vocales. La communication à l'école. L'usage de la langue des signes était interdit dans les classes, celui de l'oralisme était de rigueur. Avec l'aide des appareils acoustiques reliés au pupitre, on apprenait à lire et à réciter par cœur les sujets qu'on nous proposait. Il fallait obligatoirement restituer les paroles orales à l'enseignant, sans vraiment en comprendre le contenu. Depuis la révélation de la communication visuelle gestuelle propre aux sourds, j'avais découvert aussi un univers à ma mesure, et j'appris beaucoup au contact de mes camarades d'école. Je ne les entendais pas parler avec la voix, mais je les voyais parler avec les mains, les expressions du visage, le jeu des regards, le mouvement des lèvres et le corps. À ce contact, j'ai appris à construire mon langage et à m'affirmer. Je n'avais aucune idée sur la langue des signes. Cela s'était fait tout naturellement. Je prenais les codes visuels gestuels comme ils venaient. Comme tous mes camarades d'école, je combinais souvent deux façons pour m'exprimer, le français signé et la langue des signes naturelle. Les grands élèves étaient nos référents. Il n'y avait pas de cours de langue des signes française car elle était encore interdite. Les vrais lieux de vie où les élèves pouvaient rire, pleurer, aimer, détester, etc. étaient des espaces de vie hors des classes tels que les récréations, les promenades et parfois les réfectoires. Ces rassemblements étaient propices à l'éclosion des savoirs. Il suffisait qu'un jeune connaisse une chose apprise en classe ou ailleurs pour qu'il l'explique aux autres en signes, comme les villageois se réunissant au café du coin pour entendre d'un tiers les nouvelles du jour. En classe, les professeurs utilisaient exclusivement l'oral mais certains ajoutaient des apports gestuels pour permettre aux élèves de renforcer leur compréhension car ils voyaient bien que l'oral pur ne passait pas comme ils le souhaitaient. Ces aides visuelles gestuelles visaient surtout à apaiser dans l'esprit des jeunes les doutes qu'ils éprouvaient quant à leur compréhension du langage oral et écrit, et des raisonnements qu'il contenait. Il ne s'agissait pas de la langue des signes, mais des aides à la communication et à la compréhension. Mais il s'avéra que ces pratiques linguistiques provenaient des élèves sourds, et étaient exploitées par certains professeurs entendants, pour en faire usage dans leur pédagogie. À l'époque, des mesures sévères, voire cruelles, étaient employées pour empêcher les élèves de parler avec leurs mains, que ce fût en classe, en récréation ou au réfectoire. Quand un élève faisait 20 fautes d'orthographe, il recevait automatiquement sur les doigts ou sur les genoux 20 coups de baguette en bois ou en aluminium. D'autres se voyaient obligés de s'agenouiller sur une baguette de section carrée, les bras levés en l'air pendant un moment, sous le regard de leur père.
Être mis au coin était très fréquent. Il arrivait aussi que l'on cognât la tête des élèves contre le mur, ou sur la table en cas de bêtise ou de refus de manger un plat. On nous obligeait de temps en temps à croiser les bras sur la table à la fin des repas, pour éviter le déclenchement de la communication en signes, ou même un regard oblique en direction d'un camarade ou de son voisin. Malheureusement ou heureusement, tout le personnel ne voyait pas ces pratiques inhumaines du même œil. Certains étaient pour et d'autres étaient contre. La vie en institution se faisait intramuros, où garçons et filles vivaient séparés. La grande chapelle se trouvait au milieu, entre les deux écoles, et était le seul endroit où garçons et filles étaient réunis, ce qui permettait aux garçons d'enfin voir les filles pendant les cérémonies religieuses. L'occasion était belle pour se lancer des regards amoureux, malgré le regard par contre foudroyant de certaines religieuses. Je me souviens très bien qu'en période d'apprentissage professionnel, un enseignant entendant, qui utilisait souvent la communication orale gestuelle, aidait beaucoup les élèves à comprendre les notions théoriques. Il employait l'alphabet manuel pour décrire les mots techniques difficiles à déchiffrer labialement. Cet usage de la dactylologie fut une révélation pour mes camarades et moi. Nous l'apprenions et l'utilisions comme un jouet manuel, mais seulement dans le cadre de la classe et dans l'école. Toutefois, cela ne suffisait pas pour comprendre les notions techniques. Il manquait très souvent un grain de sel dans les explications, pour favoriser ou faciliter l'apprentissage d'un savoir ou d'une connaissance. Cet élément manquant n'est autre que le langage gestuel et mimique, mais à l'époque, l'enseignant n'en savait rien. Pour la majeure partie des apprentissages scolaires, les élèves sourds étaient confrontés à une alternative, soit comprendre le professeur à l'oral, soit se faire expliquer en cachette en langage gestuel par un camarade au risque d'être puni. Cette pratique clandestine procurait beaucoup d'assurance aux apprenants que nous étions pour la suite de ces apprentissages oraux et écrits. La correspondance entre l'écrit et le langage gestuel, au sens propre du terme, m'a été révélée plus tard. J'avais 15 ou 16 ans. J'étais en train d'apprendre un cours d'histoire par cœur. Je récitais sans en comprendre le contenu. J'avais beaucoup de mal à enchaîner oralement, parce que le film des idées ne passait pas dans mon esprit. Un sourd plus âgé que moi s'est approché, a lu le cours que j'étais en train d'étudier et a fini par me demander si j'avais bien compris ce que cela signifiait. Je ne savais pas quoi répondre. À vrai dire, je n'en savais rien. Je récitais seulement par cœur. C'est alors qu'il m'expliqua gestuellement le contenu de la leçon. Je voyais un flot d'informations intelligibles envahir mon esprit. Je restais immobile. J'avais bien saisi ce que le Seigneur voulait me signifier. À partir de là, je me suis mis à établir une correspondance entre ce qui était écrit et ce que le sourd venait de me dire en signe. Je venais de découvrir là, grâce à cette méthode, le moyen de me perfectionner dans mes apprentissages scolaires et professionnels. Mais à l'époque de l'interdiction de ce langage, il n'existait pas de méthode de correspondance français langue des signes me permettant d'avoir des repères linguistiques et ainsi assouvir mon besoin de connaissance. Il manquait des professionnels bilingues, formés à cela qui m'auraient appris à me confier, parler, partager et échanger. Il ne me restait plus qu'à me référer aux grands élèves et aux anciens qui venaient à l'institution. Malheureusement, on était loin du compte par rapport aux pratiques linguistiques actuelles. Finalement, on se débrouillait comme on pouvait à cette époque. Sans trop en avoir conscience, les avantages du bilinguisme me sont venus tout naturellement grâce à mon camarade sourd bon bilingue. Ensuite, j'en ai fait un usage quotidien à l'école, dans la vie active et aussi dans les milieux associatifs. Je me rendais compte que l'oral ne suffisait pas pour comprendre totalement. Le recours à la méthode visuelle gestuelle, en l'occurrence le langage gestuel, m'était toujours d'une grande utilité. Elle me permettait de comprendre les paroles d'un sourd, ou d'un entendant maîtrisant la communication gestuelle, et par conséquent elle favorisait la compréhension des correspondances entre la langue des signes et le français oral ou écrit. À l'époque, hormis l'oral utilisé par certains jeunes malentendants, les deux modes de communication, le français signé et le langage gestuel étaient couramment utilisés dans la communauté sourde, malgré les interdits. Moi-même j'en faisais usage. Les sourds les prenaient comme ils venaient. Chaque émetteur les employait en fonction de ses capacités à émettre des messages et de celles du récepteur à les recevoir.
Mais si une explication devait être apportée, le langage gestuel sous forme de paraphrase ou dans sa forme mimique prédominait. Ce qui comptait avant tout, dans l'un ou l'autre mode de communication, c'étaient les signes porteurs de sens qui déclenchaient l'intelligibilité des messages. Cela se vérifiait dans les échanges langagiers attestant une bonne compréhension. Il ne semblait pas y avoir quelconque incompatibilité dans l'utilisation de ces deux modes de communication. Durant ma période d'apprentissage pré-professionnel à partir de 1966, on me proposa seulement 4 possibilités de métier au sein même de l'institution. L'ajustage, la menuiserie, le jardinage et la peinture en bâtiment. Aucun ne m'intéressait, mais il fallait bien en choisir un. Après une période d'essai, l'ajustage ne me plaisait pas vraiment. La menuiserie ne me réussissait pas du tout, je cassais tout ce que j'entreprenais. Je ne savais plus lequel choisir. Les maîtres d'atelier utilisaient une communication quasiment orale, et à cause de cela il m'était très difficile voire impossible, de suivre et comprendre les consignes techniques, même avec le port des prothèses auditives. Cela me décourageait. Un jour, l'heure de la retraite arriva pour le moniteur de menuiserie. Celui-ci fut remplacé par un autre venant de Metz. C'était un sourd trentenaire qui avait les qualifications requises dans cette branche professionnelle. Il parlait et il signait. Je le comprenais très bien. Je demandais à nouveau à suivre un stage de menuiserie, avec lui. Grand bien m'en avait pris. Je prenais plaisir au toucher du bois, et à la progression des tâches proposées par le moniteur sourd. À ma grande joie, j'arrivais à réaliser des choses et j'en étais fier. Les explications visuelles gestuelles du moniteur sourd sur les techniques du bois, sur l'assemblage et la procédure des tâches manuelles et mécaniques, avaient favorisé ma compréhension et mon apprentissage. Grâce à lui, je prenais enfin goût à ce métier du bois. À partir de là, je m'engageai à suivre la formation de menuisier de bâtiment pendant 3 années, au terme desquelles j'obtins le certificat d'aptitude professionnelle de menuiserie du bâtiment. J'avais demandé à progresser dans cette voie. On m'avait fait savoir qu'il n'était pas possible d'aller plus loin. Après les apprentissages manuels, je m'engageai avec un autre compagnon sourd comme ouvrier menuisier en entreprise de menuiserie. Après 2 années de compagnonnage auprès d'un ouvrier hautement spécialisé, on me confia progressivement la responsabilité d'un chantier. Afin de bien comprendre les consignes de préparation et de pose sur un chantier, j'utilisais souvent avec mon chef de service la méthode écrite, car rien n'est jamais acquis par l'oral. Des quiproquos surgissaient assez souvent dans les conversations orales. À cause de ma surdité, il arriva assez souvent que des choses fussent dites oralement sans que j'y prêtasse attention. C'est pourquoi la communication écrite était pour moi une garantie de confiance entre l'entreprise et moi-même, surtout pour les informations importantes. Faire carrière dans le bâtiment ne me tentait pas du tout, je caressais l'espoir de devenir enseignant technique pour sourds. Le moniteur sourd qui m'avait enseigné la menuiserie était une référence pour moi. Le fait qu'il travaille dans l'enseignement était pour moi une révélation. Je voyais là une possibilité d'accéder à un tel poste. Après 7 années de carrière dans le bâtiment, je m'engageai dans l'enseignement professionnel dans un établissement pour sourds. Identité et langue. Comme je vous l'ai exposé auparavant, j'ai grandi dans une famille où ma langue maternelle était la langue orale, qui m'a été donnée d'emblée. J'étais souvent confrontée, pour ainsi dire involontairement, à des fins de non-recevoir, dans des situations communicationnelles qui n'étaient pas faites pour moi. C'est-à-dire que les membres de ma famille, les voisins et bien d'autres dans le milieu professionnel, social et sportif conversaient entre eux, se trouvaient sur un circuit audiophonatoire où tous les locuteurs oraux parlent, écoutent, rient, s'interpellent, etc. C'est tout à fait normal pour eux. Mais ce cercle-là m'était interdit, il n'était pas fait pour moi qui n'entends pas. J'y rencontrais de très gros obstacles psychologiques. Je subissais de ce fait d'immenses frustrations, ce qui provoquait en moi des comportements colériques envers l'entourage entendant. Pourtant, comme j'y avais été conditionnée par l'appareillage auditif, j'essayais de m'y intégrer et d'y avoir ma place. Cette situation astreignante m'obligeait très souvent à me comporter comme tout le monde. Oh combien de fois je tentais de m'imposer dans la sphère orale, en intervenant ponctuellement sans raison apparente. Très vite,
je perdais désespérément le fil des discussions. Il m'était quasiment impossible de me situer dans une conversation orale pour intervenir juste à propos. Je fus noyé, voire coulé à pic dans le flot d'oral pur ou dans un monde parlant. Les résumés des longues discussions me parvenaient en un mot ou quelques phrases du genre « on discute du voisinage ou du travail, etc. » On me rétorquait également que c'était difficile de me donner des explications, voire de me comprendre. Je ne pouvais ni imaginer ni comprendre ou approfondir un sujet que discutaient les locuteurs oraux. J'ignorais complètement combien l'échange collectif permettait à tout individu de penser, réfléchir, analyser ou décider. Je ne pouvais entendre les paroles douces, coléreuses, blessantes ou cruelles de tel ou tel locuteur entendant. Le plus dur pour moi était de suivre un enchaînement oral dans les chansons ou les poèmes. Je ne pouvais pas participer, bien que j'en eusse envie. Je me contentais de regarder les autres naïvement. Il m'arriva d'avoir un fou rire en voyant un chanteur hilar faire des grimaces faciales comiques, tout en chantant. Cette submersion orale m'entraînait très souvent dans l'isolement, et m'obligea fréquemment à quitter le cercle sonore pour d'autres occupations. Je tuais mon temps en lisant les bandes dessinées que je prenais la précaution d'apporter, en m'occupant des enfants qui ne demandaient qu'à s'amuser, ou alors je me promenais ailleurs. Je compris tardivement, à l'approche de l'âge adulte, que le milieu tel que je l'ai décrit plus haut n'était pas conçu pour moi. Une certaine identité réunissait, rassemblait les gens d'un même monde parlant la même langue. Or dans ce monde entendant, le langage oral est un moyen de communication normal et vital. Je prenais conscience que le besoin langagier pour moi était et resterait toujours le circuit visuel gestuel, vecteur essentiel des savoirs et des connaissances. Tout ce que je réceptionnais passait par le visuel. L'oral pur me laissait sur ma faim. Les mains, le regard, les expressions du visage et le corps, le mouvement labial sont des éléments naturels de communication qui passent par le canal visuel gestuel pour que je puisse émettre et réceptionner les messages. C'est pourquoi je me sentais mieux avec mes semblables sourds, j'avais enfin trouvé ma place. Je pouvais parler, en tant qu'individu et citoyen à part entière. Je fréquentais de manière assidue ce milieu où je puisais tous les savoirs. C'était une formidable école de vie, la vraie qui me nourrissait. C'était aussi le lieu de vie où la communication était bien vivante. Le langage gestuel. Ce cercle visuel gestuel par excellence m'avait permis d'être tel que je suis aujourd'hui. En tant que personne sourde, je suis fière de la parler. Elle m'a permis d'alimenter mon savoir, d'émettre mes pensées, mes choix, mes réflexions, de réceptionner et partager les connaissances que j'ai apprises au contact des sourds et des entendants sachant signer. Au commencement de ma vie active, et en plus de mes activités professionnelles, je participais également à la vie associative des sourds de Saint-Brieuc. Je m'occupais de la gestion administrative du foyer des sourds. Des sourds briochins et des Côtes du Nord, actuelle Côte d'Armor, y venaient le plus souvent les samedis et les dimanches pour se rencontrer, se divertir et surtout communiquer entre eux. Après un temps de coupure communautaire pour obligations personnelles ou professionnelles, des sourds aimaient se ressourcer dans cet espace de vie et de communication visuelle gestuelle. D'autres y venaient également pour fuir l'isolement qu'ils subissaient en famille. On organisait ponctuellement des repas et des activités en commun, belote, ping-pong, visites hors du foyer, etc. En général, les sourds venaient écouter et échanger des informations sociales, sportives et politiques. Il y avait parmi les habitués de ces lieux de vie, un ou deux sourds passionnés de sport, d'autres de politique, etc. On faisait souvent inopinément table ronde autour d'un locuteur signeur pour prendre connaissance des informations du jour ou de la semaine et échanger des points de vue. On parlait un peu de tout selon les événements du moment, élections présidentielles, catastrophes écologiques, marée noire en Bretagne, etc. Moi-même étant jeune et ayant tout à apprendre, je m'instruisais beaucoup à leur contact. Je me souviens très bien qu'un sourd très bon lecteur du quotidien Ouest-France et féru de politique se mettait à la disposition des sourds pour parler, réfléchir et échanger des points de vue sur les événements de la semaine. Je me demande encore maintenant ce que je serais devenu sans eux, et la communication visuelle gestuelle. Comme dans toute vie communautaire, il y avait des moments creux et aussi des moments forts, où les échanges et les transmissions de savoir sont toujours bénéfiques pour les sourds.
On respectait beaucoup les anciens, on écoutait visuellement leurs paroles sur leur expérience de la vie, professionnelle et sociale, sans oublier les droits et les devoirs du citoyen. Il n'y avait pratiquement pas de réunions culturelles et sociales, mais seulement des petites réunions informelles et enrichissantes, sur le tas. Il n'y avait pas de pièces de théâtre mais très souvent certains sourds improvisaient des scènes de démonstration mimique, le plus souvent sous forme humoristique. Ce qui déclenchait des moments de fou rire jusqu'à en pleurer. Les sourds adoraient ce genre d'exercice. En plus des traits d'humour, on admirait chez certains locuteurs signeurs la beauté et l'enchaînement visuel gestuel d'une grande précision. Certains le font de façon spontanée, d'autres non, mais cela n'empêchait pas toute l'assemblée d'assister à ces séances visuelles gestuelles et de les comprendre. Au début des années 70, on ignorait totalement encore dans le département des Côtes-du-Nord et en Bretagne l'histoire des sourds. Pas de recherche ni d'échange ni d'analyse linguistique à propos des nouveaux signes. Pas un seul sourd n'en parlait. Grâce aux rencontres amicales et sportives, on découvrit l'existence des signes de Paris, Nantes, Orléans, etc. Tout en admirant la beauté venant de ces villes citées, beaucoup de sourds constataient la diversité des gestes d'une ville à l'autre. Par contre, la ressemblance des discours mimiques les réjouissait. Le banquet des sourds était un rassemblement annuel de la communauté sourde, avec la présence de personnalités entendantes comme le président du Conseil général ou bien le maire de la ville de Saint-Brieuc. Il était organisé par l'amicale des anciens élèves de l'institution des jeunes sourds de Saint-Brieuc. Beaucoup d'anciens élèves sourds y participaient, certains venaient de loin pour rencontrer leurs semblables de Bretagne. Ils n'hésitaient pas à faire des kilomètres de route pour une journée de fête propice aux retrouvailles, aux nouvelles rencontres amicales et amoureuses. D'autres sourds ne fréquentant que rarement le foyer, avaient pourtant réservé leur place longtemps à l'avance. On pouvait voir dans ces moments-là des visages souriants et illuminés. C'étaient surtout des moments d'entraide et d'échange, mais pas de réflexion commune à propos de la langue des signes et des droits des sourds. En plus des activités sociales, j'en gérais aussi de sportives. Les sourds de Bretagne jouaient bien au football. Chaque joueur s'inscrivait dans un club du village où il habitait. Certains se faisaient remarquer parmi les entendants dans leurs clubs respectifs. En regroupant des joueurs volontaires, une équipe sourde avait été formée à Saint-Brieuc sous le nom d'Association Silencieuse Briochine. Cela avait permis d'affronter des clubs de sourds de France en coupe fédérale organisée par la Fédération sportive des sourds de France. Ce fut une bonne occasion de rencontrer des semblables sportifs sourds de France. Très vite, on s'était rendu compte que dans le monde sportif des sourds, des codes gestuels désignant telle ou telle discipline avaient été utilisés et uniformisés dans les clubs sportifs de France. Il m'arriva de me rendre avec le secrétaire à une réunion fédérale à Paris pour une réclamation sportive. Je suivis avec respect les travaux du Conseil fédéral où les dirigeants traitaient des affaires sportives en langue des signes française. Découverte d'un nouvel univers de communication. Au cours du printemps 1977, je lançais des demandes de postes d'enseignement de menuiserie dans les écoles de sourds de France et même au Canada. 2 réponses me parvinrent. L'une de Saint-Laurent-en-Royans dans la Drôme et l'autre d'un lycée de Montréal. Je choisis sans hésiter la proposition française. En juillet de la même année, durant la période des vacances, je me rendis avec mon épouse et 2 amis sourds dans cette région pour un entretien d'embauché. Je fus reçu par Madame Mireille Agresti-Villard, directrice pédagogique. Elle m'avait confié que l'établissement La Providence accueillait des enfants sourds ayant des troubles de comportement et des difficultés scolaires. Afin de favoriser la communication et la relation avec ces enfants, elle souhaitait valoriser la communication gestuelle. C'était pour cette raison que la direction envisageait d'embaucher des sourds professionnels. J'appris par là même l'embauche de Christian Deck et de Jean-Jacques Bourgeois, tous les 2 sourds venant de Paris, et correspondant au profil que la Providence recherchait. Nous verrons au prochain passage les raisons qui ont poussé la direction à recruter des sourds. Lors de l'entretien avec Madame Villard, je réceptionnais aisément les messages labiaux et gestuels. Ce fut pour moi un grand soulagement, de l'entendre de mes yeux. Découvrir un nouvel univers de communication, et explorer un nouvel espace de vie dans la région montagneuse du Royan, en Vercors, étaient les 2 points forts motivant ma décision de m'installer dans cet environnement. Le 20 août 1977,
Mon épouse et moi arrivâmes dans le village de Saint-Laurent-en-Royans. Pas un chat. Un homme surgit au tournant d'une rue. Et voyant le département 22, sur la plaque d'immatriculation de ma voiture, il vint directement nous voir sur la place de la mairie, nous salua gestuellement. Il se présenta comme le directeur de la Providence, Bernard Cotin. Il était persuadé que c'était moi, le Breton dont Madame Mireille Agresti-Villard lui avait parlé. J'étais ébahi de le voir me parler en langage gestuel. Les instants que je venais de vivre me permettaient d'entrevoir les perspectives qui s'ouvraient dans la nouvelle tranche de vie qui m'attendait. En septembre 1977, je fus embauché à la Providence de Saint-Laurent-en-Royans comme élève éducateur d'internat en attendant de m'inscrire comme élève professeur aux fonctions de professeur technique pour déficients auditifs, option menuiserie. Je fis alors la connaissance de Jean-Jacques Bourgeois et de Christian Deck. Ce dernier deviendra plus tard mon compagnon de route pour la mise en place du mouvement associatif bilingue, et le confident pour les réflexions et les actions à propos du bilinguisme que j'aborderai dans la 3e partie de ce livre. Je fus affecté dans un premier temps dans le service éducatif, un domaine jusque-là inconnu pour moi. Je découvrais les exigences de ce difficile métier d'éducateur. J'avais eu la chance de travailler avec une éducatrice spécialisée, en l'occurrence Madame Martine Bourgeois. J'appris beaucoup à son contact et également avec l'équipe éducative. Martine, entendante, était l'épouse de Jean-Jacques Bourgeois, le sourd nouvellement embauché. Elle communiquait en français signé. En ce cas, les signes suivent la syntaxe du français parlé. Elle ne le faisait pas de façon systématique, elle utilisait des signes en complément de l'oral. Mais les messages qu'elle me communiquait étaient suffisamment compréhensibles. Afin d'améliorer la communication gestuelle pour le personnel éducatif et enseignant, il n'était pas encore question de la langue des signes à cette époque. J'assurais aussi des cours de langage gestuel au personnel éducatif et pédagogique en compagnie de Jean-Jacques et Christian. Je participais également à la réalisation d'un ouvrage en langue des signes spécial, Saint-Laurent-en-Royans. Les signes de Saint-Laurent diffèrent de ceux des sourds de France. Sœur Hélène, une religieuse, pratiquait assidûment la communication gestuelle depuis son arrivée à la Providence. Elle m'avait fait part d'un ouvrage en langue des signes de l'abbé Lambert, et j'y avais découvert une mine de renseignements concernant les signes d'antan. Il faut souligner que, du fait de la spécificité de la prise en charge des enfants sourds plurihandicapés, Saint-Laurent-en-Royans échappait à l'interdiction de l'usage de la langue des signes qui sévissait dans les écoles des sourds de France depuis le Congrès de Milan en 1880. En juillet 1978, Coup d'œil organisa un mois de séjour linguistique à Gallaudet College aux États-Unis. Christian Deck y participa en compagnie de Geneviève de Condé. À son retour, il me raconta avec beaucoup d'entrain une nouvelle expérience riche en découvertes, en contacts humains et en communication visuelle gestuelle dans ce campus universitaire unique au monde. Son récit d'explorateur en langue des signes me donna envie de faire de même pour juillet 1979. En mai 1979, avant d'aller aux États-Unis, j'animais, en tant que commissaire communication de la Fédération Rhône-Alpes des sourds, commission régionale de la Confédération nationale des sourds de France, une matinée de réflexion sur la communication totale à Lyon. Une quarantaine de personnes y participèrent, après avoir jeté un coup d'œil sur l'exposition d'articles concernant l'existence de la communication visuelle gestuelle. Il s'agissait d'un débat sur l'utilité de cette communication. Celle de la langue des signes fut abordée et réunit peu d'adeptes, sauf celles et ceux qui en faisaient un usage quotidien. Beaucoup de personnes présentes à cette réunion furent réticentes à cette langue. Pourtant, au cours des rassemblements lyonnais et de la région Rhône-Alpes, beaucoup de sourds utilisaient la communication totale qui englobe 3 éléments: l'oral, le geste et le labial. Force est de constater que 3 aspects de communication typiques à cette communauté furent observés. La communication gestuelle orale à dominante gestuelle, la communication orale gestuelle à dominante orale, la communication orale et la labialisation sans apport vocal. Ce débat fut filmé grâce aux moyens techniques de vidéo prêtés gracieusement par la Providence de Saint-Laurent-en-Royans. À la suite de ce rassemblement, j'écrivis un fascicule intitulé « La communication totale » qui sortit fin mai 1979. À ce moment-là,
on ne parlait pas encore du bilinguisme. Le fabuleux voyage explorateur, à Gallaudet College fut enchanteur pour la première expédition. Les aspects de communication visuelle gestuelle jusque-là ignorés, y furent découverts et explorés. Coup d'œil renouvela ce même projet pour juillet 1979. Même si je savais ce qui allait se passer, parce que Christian Deck m'en avait tellement parlé, c'était beaucoup mieux de voir et d'appréhender par soi-même les dimensions linguistiques et sociales pour mieux apprécier tout ce qui touchait au monde visuel gestuel dans ce temple de sourds unique au monde. Je faisais partie de cette expédition avec mon épouse Cécile. Début juillet 1979, la veille du départ pour les États-Unis, nous passâmes la nuit chez ma sœur à Levallois-Perret à Paris. Le lendemain matin, nous prîmes la route pour aller au métro Louise Michel. De l'autre côté du trottoir, un couple sourd empruntait la même direction que nous. On se retrouva dans le métro. On se contenta de se regarder et de se présenter, puisqu'entre sourds, l'identité est repérable grâce à la langue des signes. À la correspondance suivante, on s'embarqua à nouveau sur la même ligne de métro en direction de Montparnasse. On s'étonnait tous les quatre de s'orienter vers le même aéroport. Alors tous ensemble direction Orly, sans savoir précisément la destination de nos vols. Une fois arrivés à Orly, pendant que nous nous acheminions vers le point de rassemblement des voyageurs pour l'Amérique, ce couple nous fit savoir qu'ils allaient, comme nous, à Gallaudet College aux États-Unis. Le couple sourd en question était Daniel Abou et Marie-Thérèse L'Huillier, de Paris. Lors d'une correspondance en métro, un autre voyageur était monté et se trouvait dans le même compartiment que nous quatre. Daniel me fit savoir de façon discrète en langue des signes que ce voyageur était un sourd. Grande fut ma surprise de le voir dans un état tel que je ne pouvais l'imaginer. Il portait à sa droite au niveau de sa ceinture un gros boîtier noir qu'un fil reliait à l'endroit où se trouve la cochlée, au-dessus de l'oreille droite. L'expérimentation des implants cochléaires, aujourd'hui banalisée, en était à ses balbutiements. Une sensation étrange mêlée d'étonnement et de frisson avait envahi mon corps. L'implanté en question nous repéra et disparut dans la foule à la descente de la station suivante. À l'aéroport, je fis connaissance avec le groupe français composé de sourds et d'entendants. Ils étaient plus d'une trentaine dont 2 petites filles sourdes, Emmanuelle Laborit et Claire Garguier, accompagnées de leurs parents respectifs. À la grande satisfaction du Bernard Mottet et de Harry Markovitch, co-organisateurs et initiateurs des découvertes sociolinguistiques à l'université Gallaudet, personne ne manquait à l'appel, et la grande aventure commença. L'avion, après une courte escale au Groenland, arriva dans la nuit à New York, où le groupe français devait séjourner durant 3 jours. Nous nous promenâmes dans la célèbre avenue Broadway, et l'immense Central Park où l'on assistait aux multiples activités des Américains. Nous admirâmes, en bateau sur Hudson River, les gratte-ciels de Manhattan. Nous fîmes également connaissance avec des étudiants sourds américains, qui faisaient des recherches linguistiques dans une université. Après le séjour à New York, nous prîmes le train pour Washington D.C. afin de nous rendre au campus de Gallaudet College. Le séjour linguistique à Gallaudet College en 1979 fut l'un des moments forts de ma vie. Je fus surpris de découvrir les conditions qui existaient dans l'univers des sourds au campus universitaire américain. La communication totale y était obligatoirement utilisée. Tous les membres du personnel de Gallaudet College s'en servaient pour communiquer avec les élèves et entre eux. Les sourds américains accédaient ainsi à des niveaux d'études bien supérieurs à ceux des Français. Certains étudiaient la linguistique, la psychologie, etc. On y rencontrait également des enseignants sourds. Je me souviens d'avoir assisté avec beaucoup d'intérêt aux explications linguistiques sur l'ASL animées par Carol Padden, linguiste sourde, sur les verbes directionnels. Je suivis ces travaux de recherche avec Marie-Thérèse et Daniel. C'était un centre d'intérêt pour nous trois, vraiment nouveau et enrichissant. William Stokoway, le linguiste entendant ayant découvert en 1960 l'existence des paramètres et des structures grammaticales de la langue des signes, était venu nous honorer de sa présence lors d'une conférence sur la linguistique de la langue des signes. L'espace multimédia possédait une banque de documents vidéo en nombre incalculable. On y trouvait tout ce qu'on voulait, du conte pour enfants au documentaire pour étudiants. Il y avait des box où chaque apprenant entendant pouvait venir parfaire ses apprentissages en ASL,
au moyen de cassettes adaptées à sa progression. Il y avait toujours quelqu'un pour assurer, conseiller et valider les compétences communicationnelles d'un locuteur senior. Les histoires racontées en ASL par les sourds, mais également par des entendants, m'avaient impressionné. Je découvris, dans le centre de documentation et d'information, des documents inédits sur l'histoire des sourds en France et aux États-Unis. J'ai appris plus tard qu'il y en avait également, à la bibliothèque de Saint-Jacques à Paris. Je m'attardais le plus souvent dans le rayon où se trouvaient des réalisations en ASL pour les enfants, comme les jeux de correspondance images, signes et mots, les courtes histoires en ASL et bien d'autres choses. Les cours de communication non verbale animés par Gilles Eastman, le formateur sourd américain, avaient permis au groupe français de comprendre comment se construit l'espace visuel gestuel en langue des signes et comment se sont formés les signes depuis leur origine. Ces cours, qui demandent beaucoup d'observation et d'application gestuelle, m'avaient beaucoup plu et m'avaient également permis de réfléchir sur la façon dont un sourd perçoit visuellement les signes et utilise le champ spatial pour s'exprimer. Toutes les conférences étaient traduites de l'anglais vers le français par Harry Markovitch, interprète pour les entendants, et de l'ASL vers la LSF par Bill Moody, un entendant américain qui servait d'interprète. Le moment le plus mémorable pour moi fut d'assister à une conférence sur l'histoire de Laurent Clerc par un sourd américain. Celui-ci raconta son parcours en langue des signes de façon intelligible. Durant ce discours, on voyait très bien Laurent Clerc enseigner en France. Un entendant américain était venu en Europe faire sa connaissance, puis le solliciter de venir avec lui en Amérique. Tous les deux échangèrent leur langue pendant le trajet en bateau. Laurent Clerc enseignait sa langue des signes et recevait de l'américain des cours d'anglais. Une fois arrivés en terre américaine, ils entreprirent des démarches pour créer une école de sourds à Hartford et ainsi de suite. Dans ce schéma spatial, on voit clairement qui fait quoi, le déplacement et le cheminement des hommes, le trajet en bateau, etc. Je voyais là des aspects grammaticaux visuels gestuels. La narration en langue des signes était largement intelligible pour tout le groupe français, qui avait vraiment apprécié cette intervention. Elle ne nécessitait pas la présence d'un interprète. J'étais vraiment ébahi de découvrir la beauté du langage des signes, la cohérence du discours et la précision du mouvement gestuel. Je me retrouvais dans la même situation que lorsque le sourd m'avait expliqué l'histoire. Auparavant je comprenais sommairement, mais il manquait des éléments grammaticaux et des liens logiques entre les événements. Afin de savoir comment les sourds américains accédaient à la culture sourde, une soirée avait été organisée pour montrer la façon dont les sourds américains racontaient des histoires drôles, étranges ou sérieuses en ASL. Ils proposaient beaucoup de jeux imaginaires, à l'aide de l'alphabet manuel. Par contre, ils utilisaient très peu les expressions iconiques. Lors d'une réception franco-américaine chez Carole Paddon la veille du 14 juillet 1979, je signais « La Marseillaise », l'hymne français en langue des signes. En échange, un sourd américain signa celui de sa patrie dans un mouvement gestuel de toute beauté. On trouve aussi à Gallaudet Collège des adaptations visuelles et techniques qui facilitent la vie d'un sourd, telles que l'accessibilité quotidienne à l'information par la télévision. Les actualités quotidiennes d'une durée de 10 minutes sont traduites en ASL et également sous-titrées. Le sous-titrage existe en permanence dans les autres émissions. Les appels visuels sont omniprésents. Il y avait dans la chambre de l'immeuble Laurent Clerc où j'étais logé des appels lumineux de différentes couleurs qui informaient l'occupant. Vert pour le courrier, orange pour une visite ou un appel téléphonique, rouge pour une urgence ou un rendez-vous, etc. Lors de ce séjour aux États-Unis, il fut question du bilinguisme. Ce point fut discuté autour d'une table, au cours d'un repas entre Français et Américains, les Américains jugeant non fiable la méthode bilingue. Ils s'accrochaient à leur philosophie de la totale communication, autrement dit en français la communication totale, qui se compose de 3 éléments, l'oral, les gestes et l'appareillage. On ne se lassait pas de découvrir toutes ces choses inoubliables, mais aussi de se découvrir soi-même. En dehors des conférences et des cours de communication non verbale, nous visitâmes de beaux édifices à Washington D.C., nous assistâmes à un match de baseball à Baltimore, etc. Et nous découvrîmes le quartier noir connu sous le nom de Harlem, le quartier chinois Chinatown,
la demeure de George Washington, les statues des personnalités célèbres comme Abraham Lincoln, Jefferson, etc. De retour du voyage aux États-Unis, je fus admis dès la rentrée scolaire de septembre 1979 à la formation d'élèves professeurs en vue du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique pour déficients auditifs. La première des 5 sessions, organisée par la FISAF, se déroula à l'institution La Malgrange, à Nancy. Cette formation se déroulait 2 ans. Un soir d'automne 1979, après une période de réflexion avec Christian sur le lancement d'un mouvement associatif bilingue, je contribuais avec lui et Geneviève de Condé à la création d'une nouvelle association, Deux langues pour une Education, appelée couramment 2LPE. Mon épouse Cécile en faisait également partie. Dorénavant, cette nouvelle activité laissera une trace sur mon parcours. Elle empiétait sur mon emploi du temps personnel. Je ne développe pas ici cette partie historique. Vous trouverez dans la 3e partie de cet ouvrage la naissance et les actions de cette nouvelle association. Une fois l'association mise en place, je consacrais mon temps personnel et mon énergie à ce mouvement associatif, en complément de mes activités professionnelles. Je préparais activement l'organisation des premiers stages, par an de 2LPE, en 1980 et 1981 à la Providence de Saint-Laurent-en-Royan. En plus des actions citées plus haut, je m'occupais aussi de l'impression du journal Vivre ensemble. Je me déplaçais fréquemment pour assurer des réunions de sensibilisation et d'information sur le bilinguisme et la langue des signes dans la région Rhône-Alpes. J'intervenais à l'école des éducateurs et dans plusieurs centres à Grenoble en compagnie de Françoise Panetier, qui me servait d'interprète. Je continuais également à Chambéry, à Lyon. Je répondis présent à l'appel de René Bertrand de 2LPE Chalon-sur-Saône pour une conférence sur la langue des signes et l'importance du bilinguisme. À cette époque, 2LPE Chalon réfléchissait à la création d'une classe bilingue. En tant que vice-président de 2LPE, je répondis présent avec Cécile à l'appel d'Yvette Laflotte de 2LPE Cray, une petite ville au cœur de la Drôme, à des journées de sensibilisation et d'information avec les familles ayant des enfants sourds à la Mastre, à Saint-Donat, etc. J'animais aussi des cours de LSF pour les entendants à Valence, dans la Drôme, ponctuellement à Grenoble. Petit à petit, je laissais ma place aux sourds de la région, Bernard Badel et Thierry Vey, respectivement de Montélimar et de Valence. J'assurais d'autres cours encore auprès du personnel de la Providence à Saint-Laurent-en-Royan. Septembre 1980, à la demande de Claude Maille, directeur de l'école sourde de Genève, Serge Meyer, de Suisse romande, me contacta pour lancer des cours de communication non verbale et de langue des signes aux sourds de Suisse romande. Je m'y rendis une fois par mois, pendant 1 an. Serge Aubonnet, Giovanni Palama et 2 autres, 4 sourds participaient régulièrement à mes cours. Étant sourds, ils apprenaient très vite les bases essentielles de la pédagogie d'un cours de langue des signes et furent rapidement aptes à assumer leurs responsabilités. En France, en l'absence d'une formation d'interprète, on me proposa d'animer des cours de traduction français LSF, et inversement, à Grenoble puis à Chambéry. On était encore loin des techniques de traduction, telles que celles auxquelles on assiste à l'heure actuelle. Il faut bien dire qu'au début des années 80, on faisait comme on pouvait. Je privilégiais en premier lieu, entre les apprenants, l'échange sur les techniques d'interprétation. Cette activité me demanda un gros effort mental, car il fallait trouver des équivalences quant au sens, et ce ne fut pas chose aisée. Heureusement, il y avait parmi le groupe, des apprenants bien connus du monde des sourds qui pratiquaient bien la LSF. Françoise Panetier, Ginette Vivet, Myriam Seller, Suzanne Cadou, le jeune Alain Bacci, etc. On abordait des cours thématiques, par exemple le sport, les actualités sociales, le monde des sourds, etc. Chacun recherchait des extraits de textes sur un thème, et l'on travaillait à leur traduction orale gestuelle et inversement. Grâce à eux, des réflexions sur le sens des signes furent approfondies et mises en pratique. Voici un exemple. En parlant des sports, on discutait des sanctions pour incorrection sportive. Je connaissais le mot incorrection comme faute, ou insolence, ou grossièreté, mais pas en signe. On avait beau chercher le signe ou code gestuel, on ne trouvait pas. Finalement, un apprenant eut l'idée de faire un signe impolitesse, ce qui fait en signe. Les doigts en forme de U des 2 mains se tapent l'un sur l'autre.
Je réalisais à travers ce signe un sens vraiment significatif par rapport aux mots et à la faute dans le contexte sportif. Honnêtement, je n'étais pas formée pour ce genre d'exercice, j'essayais de donner le maximum de mes possibilités. J'apprenais beaucoup au contact des locuteurs seniors entendants. Grâce à ces derniers, j'enrichissais mon vocabulaire en français et développais les sens en signes. Tout en consacrant mon énergie à cette nouvelle association, je poursuivais ma formation d'élève professeur aux fonctions d'enseignement technique pour déficients auditifs, option menuiserie. Madame Mireille Villard, responsable pédagogique, me soutenait activement dans l'enseignement de menuiserie que j'assurais auprès des jeunes. Ses observations et critiques sur la pédagogie différenciée auprès des enfants en difficulté scolaire m'avaient conforté dans ma nouvelle fonction. Après les épreuves orales et écrites que je passais à Paris et celles pratiques, effectuées à la Providence, j'obtins enfin la qualification professionnelle à laquelle je tenais tant, le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement technique pour déficients auditifs. CAFPE-TDA. Ce jour-là, j'eus une pensée pour le moniteur sourd qui m'avait formé et m'avait inculqué le goût du bois et du travail bien fait durant mes apprentissages à l'école des jeunes sourds de Saint-Brieuc. Dans le cadre de ma nouvelle fonction, je communiquais naturellement en langue des signes avec les jeunes élèves en menuiserie. Je prenais d'abord les signes typiques de l'établissement et puis, en accord avec les jeunes, on créait des codes gestuels nouveaux en menuiserie à partir de nos réflexions et observations concrètes. Il arriva que certains jeunes éprouvèrent des difficultés à les mémoriser, mais ils compensaient de façon intelligible par une autre manière de communiquer, c'est-à-dire en mimant une situation technique. Puis je validais ces signes s'ils étaient bien conformes aux exigences de la profession. Il fallait du temps à ces jeunes pour qu'ils assimilent de nouveaux codes. De plus, j'avais la charge de dispenser un enseignement de menuiserie à un groupe de jeunes susceptibles de s'adapter aux réalités professionnelles. J'incitais les jeunes à être autonomes dans la progression d'une tâche manuelle et mécanique. J'assurais sur le tas les notions théoriques en liaison avec la pratique. Il s'avérait que les jeunes dont j'avais la charge ne possédaient que très peu d'acquis en français écrit, mais ils comprenaient bien les progressions d'une tâche ou d'un ouvrage grâce aux observations et aux démonstrations techniques. Ils mémorisaient très bien les notions technologiques transmises en langue des signes. J'assurais également le suivi des stages. On m'avait laissé comprendre que les jeunes ne pouvaient se présenter aux épreuves de fin d'apprentissage, du fait de leur surdité, et surtout en raison de leur difficulté à écrire et à oraliser. Face à ce verdict émis par des professionnels entendants, je restais persuadée que l'usage de la langue des signes pouvait leur permettre de s'y préparer. Pour cela, il faut bien analyser les potentialités de chacun dans ses apprentissages professionnels. Pour la première fois de l'histoire de la Providence, 2 jeunes avaient la possibilité de se présenter aux épreuves de CAP de menuiserie. Ils s'attendaient à avoir des difficultés aux épreuves écrites, tout en sachant qu'ils pourraient avoir de la chance en pratique. Ils obtinrent fièrement cette épreuve. L'un des 2 avait trouvé un travail dans une entreprise du Royan. Je m'occupais également d'un autre groupe de jeunes en difficulté d'autonomie. L'objectif était de les préparer à s'insérer dans un milieu de travail protégé, centre d'aide par le travail, CAT, ou atelier protégé, AP. Je préparais diverses adaptations à des postes de travail où les tâches étaient répétitives. Afin de rompre la monotonie, je veillais à la diversification de ces activités. J'évaluais au cas par cas la dextérité manuelle de chacun. Certains jeunes n'avaient pas besoin de gabarit pour effectuer des tâches répétitives, d'autres en avaient besoin. Il faut toujours veiller aux possibilités manuelles de chaque jeune. J'incluais un peu de démonstration théorique à partir des supports visuels, concernant notamment la sécurité, les postures de travail, la tenue réglementaire. Le contrôle de la compréhension se fait par les réponses sur la pratique, les images associées aux mots, et surtout par la langue des signes. Cette activité-là diffère de celle de l'enseignement pratique de menuiserie cité plus haut. Elle nécessite constamment des réflexions sur les adaptations au poste de travail, et aussi une attention soutenue et régulière auprès des jeunes qui en ont besoin. La communication visuelle gestuelle des jeunes à la Providence était hétérogène. Certains maîtrisaient bien la communication gestuelle, d'autres se contentaient du minimum,
et quelques-uns avaient beaucoup plus de difficultés à communiquer. La langue des signes, quel que soit le niveau, était un espace de vie essentiel pour ces jeunes. Chacun l'utilisait de son mieux, en fonction de ses capacités d'émission et de réception. Il suffisait de peu pour qu'un dialogue s'établisse enfin. Beaucoup des jeunes utilisaient ponctuellement des mouvements labiaux, en complément des signes. Dans le milieu professionnel où je me trouvais, j'avais eu la chance de travailler au sein d'une équipe technique soudée. On s'entraidait quand un problème surgissait. Mes collègues connaissaient le langage gestuel de la Providence, mais un seul, Robert Algou, possédait l'art de faire rire les jeunes sourds en émettant souvent des signes de grande iconicité. Je pense encore à ces moments à l'heure où j'écris ce livre. Il me parlait de choses sérieuses, provoquait en moi des fous rires en me racontant des blagues en langue des signes. Il peut tout dire et c'est un entendant. Il avait le don d'observer et de parler en langue des sourds. Son intuition l'incitait à intervenir juste à propos. Pendant les offices religieux, les élèves ne comprenaient pas ou peu les paroles de l'Évangile. Une célébration durait une bonne heure. C'était trop long pour eux. L'idée de sœur Hélène, avec l'accord du curé de la paroisse, je crois, fut d'instaurer un temps religieux de 20 à 30 minutes dans la chapelle de la Providence. Elle souhaitait que la messe soit visuelle et compréhensible. La religieuse sollicita l'aide de Jean-Jacques et de moi-même pour préparer des situations d'énonciation religieuse comme la naissance de Jésus, le bon samaritain, etc. On proposait des rôles inopinés à des volontaires, et on adaptait la mise en scène avec des costumes préparés par Aliette Agresti et André Algou. Pendant que Jean-Jacques procédait à la mise en scène dans la chapelle, je guidais les acteurs pour faire des signes en fonction de l'énoncé religieux. Jean-Jacques Bourgeois est un excellent acteur de mime. Il s'était produit devant Marcel Marceau à Paris en 1974. Il savait procurer des mises en scène aux acteurs sourds, à l'occasion des fêtes de Noël à la Providence. Tout le personnel fut ébahi d'assister à de belles démonstrations mimiques. Ces jeunes, bien qu'ils fussent en difficulté scolaire, s'en sortaient merveilleusement bien. Chapeau bas à Jean-Jacques. À son initiative encore, une visite à la Cité des Sciences de la Villette fut prévue au programme du voyage de fin d'année scolaire à Paris en 1987. Pour la première fois de l'histoire des sourds de France, un guide sourd, Guy Bouchauveau, fraîchement embauché dans un grand espace d'exposition scientifique, servit de guide à ce groupe de jeunes. Il présenta en langue des signes l'exploration de l'espace, la fusée et les conditions du voyage des astronautes. Comme les jeunes de la Providence, j'étais émerveillé par la clarté et la beauté des signes de l'animateur sourd. Le mouvement du réveil sourd français suivait son cours, entraînant des mises en chantier et des éclosions sociolinguistiques. Je parle des traductions français langue des signes et inversement, pour faciliter la participation des sourds à des réunions professionnelles, privées ou publiques. On en trouvait timidement dans les grandes villes de France dans les années 80. Paris, Toulouse, Marseille, Montpellier, Poitiers, etc. Saint-Laurent-en-Royan est un petit village de 1100 habitants où n'officiait aucun interprète. Il fallait donc faire appel à ceux de Valence, Grenoble ou Chambéry. Avec le collectif sourd de la Providence, nous en avions fait plusieurs fois la demande à la direction de la Providence. Hélas, selon la direction, il n'était pas facile de prévoir un plan de financement pour des interventions extérieures. Patrick Bellisson, un sourd de passage sur le Royan, informa que l'Institution des jeunes sourds de Poitiers, La Libération, avait débloqué 100 heures sur le budget global pour financer la présence des interprètes. Il témoigne ici comment cela s'était passé à cette époque. En 1984, j'étais éducateur spécialisé au Centre d'éducation des sourds aveugles de Larnay. Dès la prise de cette fonction, j'avais demandé à la direction la mise à disposition d'un interprète lors des réunions d'équipe, une fois par semaine. Il m'a été répondu qu'un budget n'est pas prévu pour ce genre d'intervention. J'ai alors proposé de payer moi-même. Le directeur a réalisé à ce moment-là que ce n'est pas juste que ce soit moi-même qui supporte une charge qui est liée à une carence de l'institution. Il s'est alors mobilisé pour faire intégrer les prestations de l'interprète dans le budget du fonctionnement. Patrick Bellisson. Finalement, les réunions de services pédagogiques ou d'établissement furent traduites par des volontaires de l'équipe. Ce furent toujours les mêmes qui assumaient cette tâche. La direction avait essayé d'organiser dans l'équipe un roulement de traduction pour les sourds,
Mais le fil de traduction fut vite discontinu et devint épisodique à mesure qu'avançaient les discours oraux. Hélas, certains hésitaient dans les traductions, d'autres restaient bloqués. Finalement, les traductions revenaient toujours aux fidèles. Les uns faisaient du français signé, les autres de la LSF. En ce qui concerne l'interprétariat, force est de constater que les mentalités n'évoluent pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour que cette réalité prenne forme, et à une seule condition. Toujours se battre et crédibiliser l'utilité d'une demande ou d'une revendication. Quand je quittais la Providence pour la Réunion, je demeurais convaincu que les interventions des interprètes deviendraient tôt ou tard une réalité dans des régions reculées comme c'était le cas à la Providence. Avant d'entamer les travaux de rénovation de notre maison, je réfléchissais avec mon épouse à un meilleur confort dans cette maison. De façon tout à fait naturelle, nous procédâmes au décloisonnement des pièces et installâmes des espaces de communication entre les pièces dans la zone du jour, sauf les zones sanitaires et la chambre. Comme nous sommes sourds, il était essentiel d'établir une communication visuelle dans des espaces où nous vivons le plus souvent dans la journée. Cécile éprouvait pendant les heures de cuisine le besoin de promener son regard dans les espaces visibles, de voir ce qui est mobile, de participer à ma conversation avec les amis et de constater le cas échéant les anomalies pouvant surgir dans une zone visible afin d'intervenir à temps. En cette période, Myriam Seller, urbaniste, faisait une recherche pour le ministère de l'Équipement sur le thème d'une architecture adaptée aux sourds. De passage chez nous, elle fut séduite par notre projet. Des réunions de travail furent organisées avec son équipe du bureau d'études Amplitude et le projet prit forme. Non seulement l'architecture des pièces était décloisonnée, mais des aides techniques, telles que des appels lumineux et un visiophone, purent être installés. Un dossier de demande de subvention fut envoyé à la Fondation de France. Cette dernière nous octroya un financement pour l'installation des aides techniques. Un technicien vint installer tous les éléments, et le vidéoportier. Ce fut vraiment une aubaine d'être équipé pour savoir qui sonne à la porte. Une équipe de Chambéry, sous la conduite de Georges Charbon, vint filmer cette réalisation pour illustrer une conférence à Chambéry à laquelle participaient Jean-Claude Vivet, de l'Islet Dabo et Pierre Fabre, directeur d'Amplitude. Notre maison fait partie des maisons pionnières en la matière et a servi de modèle pour la réalisation d'autres logements. Le bureau d'études Amplitude, sous la direction de Pierre Fabre, a filmé nos aménagements, avec Pierre Guy, réalisateur d'Altamira. Ce travail d'équipe entre professionnels et familles sourdes a permis de faire évoluer ce type d'aménagement vers d'autres constructions. Par exemple, à Valence 26, 2 maisons neuves locatives ont pu être construites, financées par la ville de Valence et la Mutualité sociale de la Drôme. Un film pour que tombent les murs fut tourné dans une des maisons avec des comédiens d'IVT tels que Chantal Lienel, Joël Lienel et Monica Companis. Ce document audiovisuel réalisé en langue des signes et sous-titré explique les grands principes d'une architecture visuelle, adaptée aux personnes sourdes. Le football était mon sport favori. Je le pratiquais en Bretagne avec les sourds et les entendants dans leurs championnats respectifs. Je jouais quelques matchs en arrivant à Saint-Laurent-en-Royan, puis je cessais. Je repris à nouveau cette discipline en 1987 en tant qu'arbitre sur le district de Drôme-Ardèche. Une interprète m'accompagnait pour des réunions concernant les arbitres. Partout où je me rendais sur les terrains de foot, je ne communiquais que très peu avec les dirigeants et les équipes, seulement pour des formalités d'usage. Cette activité fut pour moi une épreuve difficile. J'en avais besoin pour affirmer ma personnalité. Il m'a fallu être vigilant, prendre des décisions rapides et justes. Il m'arriva aussi de commettre des erreurs décisionnelles, qu'il me fallait du temps pour oublier. Je cessai cette activité juste avant de partir à la Réunion. À ma connaissance, des arbitres sourds, il y en avait un à Chambéry et une dizaine en France. Changement d'horizon. Après 13 années de présence à la Providence et de vie à Saint-Laurent-en-Royan, j'aspirais à vivre d'autres expériences dans l'enseignement spécialisé. Apprenant que le centre de la ressource se situait à Sainte-Marie de la Réunion, recrutait des professeurs spécialisés de métropole, je proposai ma candidature pour un poste d'enseignant technique de menuiserie. Ma demande fut acceptée. Quitter sa terre natale pour découvrir un nouvel horizon fut une incitation nouvelle à ma vie,
J'appréhendais un peu ce qui m'attendait sur cette île. Je ne connaissais personne. Les renseignements que j'avais récoltés auprès de Gérard Bourrigaud, directeur de la FISAF, et de mon neveu Robert dont la femme est réunionnaise, avaient conforté ma décision de tenter l'aventure à La Réunion. Je pris une année sabbatique. Le 20 juillet 1992, je partais avec Cécile pour une destination lointaine. J'emportais des souvenirs fabuleux, des moments passés à la Providence. Également de la belle région montagneuse du Royan et du Vercors. J'y avais fait de belles promenades et des sorties de ski en couple, et avec les jeunes de la Providence. Le grand voyage eut lieu le 21 juillet 1992. Après un long vol de 11 heures, l'avion atterrit à l'aéroport Gillot de Saint-Denis. Une belle surprise nous attendait, Cécile et moi, dans le hall de l'arrivée. Les voyageurs récupéraient leurs valises et quittaient l'aéroport. Pendant que Cécile était occupée avec la douane française pour des affaires personnelles, je l'attendais dans le couloir qui donnait sur le hall de l'arrivée des voyageurs. Un homme apparut. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.